allons reprendre l'exploration de cet univers des modèles philanthropiques et charitables, où on aura là aussi un exemple qui est-il vraiment philanthropique. On posera aussi la question, donc avec Gwen Jordan de l'Université d'Illinois, et qui va nous parler des Women's Lawyers. Voilà. Allez-y. Je vous donne le... Yes, this is not philanthropy. This is feminism. So, as you know, in 1893, Chicago hosted the Columbian Exposition. Professional women in Chicago, particularly women lawyers, wanted to participate in the exposition to highlight their work as lawyers and to unite women from around the world in their activism to advance women's liberty and equality. Both the male and female boards that governed the composition of the fair rejected their requests to participate, but the women lawyers found a way to participate despite this exclusion. They held activities in 3 separate venues. The first of these was on a site next to the fairgrounds, and it involved women lawyers joining with women doctors and teachers to highlight women's professional work. They also, at this meeting, held the first national venue held the first national meeting of women lawyers. The second venue involved women lawyers infiltrating the fairgrounds by working within the International Council of Women, a group who did have permission to participate within the and hold congresses within the exposition. And then, what the women lawyers sought to do was to use the social capital of the council and its members to create a new form of power and influence for women that they then wanted to use in their campaign for equal rights. The third venue was also on the fairgrounds, and it involved women lawyers demanding participation within the exposition's official all-male Congress on Jurisprudence and Law Reform. They determined to use the Congress to illuminate the presence and practice of women lawyers within the legal profession in the United States and other countries across the globe. And they used the forum to advocate for law reforms that advance the rights of women. This 3-tiered strategy, uniting with other professional women, uniting with club women, and then permeating the male legal profession, was the model that women law activists followed throughout the 20th century. So to understand how this came to be, I need to tell you just a little bit about women lawyers before 1893. In the early decades of the 19th century, there are accounts of a number of women in the United States who were daughters or sisters or wives of male lawyers who read law under their tutelage. Many were deeply involved in the abolitionist movement to end slavery in the United States and the women's rights movement that organized in the decades before the Civil War. But it wasn't until after the Civil War in the United States that a handful of women began to seek formal entrance into the legal profession. It happened in 1869. 5 women sought admission to law schools, and 2 applied to get their law license in their home states. The first was Arabella Mansfield in Iowa, and the second was Myra Bradwell in Illinois. Mansfield was admitted by a cohort of progressive judges in her state who really believed in the principles of equality. Bradwell's application was denied on the grounds that she was a woman. Bradwell appealed her case to the United States Supreme Court. The United States Supreme Court upheld the denial of Bradwell's license in a decision that was one of the first cases that interpreted the new 14th Amendment to the U.S. Constitution that was enacted in these years after the Civil War. The court held that the right to work was not a right that was protected by this new 14th Amendment, particularly the Privileges and Immunities Clause. And therefore, each state was entitled to establish its own qualifications for any given occupation. The majority of the Supreme Court did not discuss sex discrimination or the issue of gender roles. There was only one justice who wrote a concurring opinion where he agreed with the upholding the denial of Bradwell's license, but he disagreed with the majority's reasoning.
Justice Bradley asserted that the Privileges and Immunities Clause did protect a male citizen's right to work, but not a woman's. And he professed that a woman's natural role was to be wife and mother. Now, the U.S. Supreme Court took 3 years to render its decision in Myra Bradwell's case. And during that time, the women in Illinois that were trained in the law engaged in a campaign to change the requirements to be a lawyer in their state. The leader of this campaign was a young woman, 19 years old, Alta Hewlett. She drafted a law that would allow women to work as lawyers and in all other professions. And her law passed in 1872. And in 1873, after Bradwell lost her case at the Supreme Court level, Alta Hewlett secured her law license under this new law in Illinois. Bradwell refused to reapply. She could have. She refused to. 20 years later, Bradwell's husband persuaded the Illinois Supreme Court to grant her original application. So Bradwell thus became a licensed lawyer in 1892, 1 year before the Columbian Exposition. So during those 20 years, U.S. women lawyers and activists engaged in a campaign to open the legal profession to women across the country. And one by one, states began to change their laws that excluded women from the profession. Sometimes it was the state legislature that did this. Sometimes it was the state court. But women lawyers were slowly establishing a critical mass. But because they were working in a male profession, they lacked the social and professional institutions that were critical to the personal and professional advancement. Because all the formal legal organizations that excluded women from membership, including local, state, and national bar associations, women determined to form their own organizations to provide each other with critical forms of support. Women needed to share with each other strategies to overcome sexism that they encountered, and securing clients and winning their cases and fighting for their civil and political rights. And this was in large part the inspiration for the 1893 National Women Lawyers Meeting. So U.S. women lawyers sought to hold this first national meeting within the World Columbian Exposition. The exposition, as you know, was designed to celebrate the 400th anniversary of Columbus's encounter with the Americas. And a number of U.S. cities had fought for the opportunity to host the fair. An elite group of men organized an executive committee in 1889 to secure Chicago as the site for the fair and begin to plan its organization and activities. Women activists who desired women to be included in the fair immediately protested the absence of women on that committee. And Myra Bradwell was one of the leaders of that protest. These women requested the creation of a women's department at the fair and organized a rally to support their demand. 2,000 women showed up to protest, and it was enough to persuade the men to establish this board of lady managers that we've been hearing about. They were to help with fundraising for the fair and organizing this women's pavilion to highlight women's industries and charities. But during the campaign to establish the women's department, the women activists split into two factions. One faction was led by Bertha Palmer, who we've heard about, the wealthy wife of prominent businessman Potter Palmer. And she really wanted to create a women's exposition, as we've heard about, that would focus on women's industries, artistic endeavors, and charities. The second faction comprised of women professionals and equal rights activists who wanted to use the exposition to highlight all of women's activism and political aspirations. Palmer's faction won. We know that, right? Even though she won and the women lawyers joined together with the women doctors and the teachers and requested exhibit space anyway, where they could highlight women's professional work and women's professional activism. Palmer denied their request. She said it was too controversial. The board of lady managers also rejected African American women's requests to have their work for racial uplift and equality included in the pavilion. The accomplishments and activism of black men were also excluded from the fair. So black men and black women, led by Ida B. Wells, Frederick Douglass, Ferdinand Burnett, responded to the exclusion by protesting the fair. They stood outside and handed out leaflets and protested the fair. The white professional women chose to pursue their agenda anyway.
So they organized the Queen Isabella Association, honoring the woman who made Christopher Columbus's voyage possible. So the Queen Isabella Association secured grounds from a private landowner 2 blocks from the fair. They erected a clubhouse, a hall, a hotel for the women who were attending the meetings, and they established a law department and a medical department, which planned conferences for the women in each of those professions. The Queen Isabella Association Law Department used the opportunity to advance the development of a national network of women lawyers. It held a 3-day conference for women lawyers during the exposition at its clubhouse, and the goal for the conference was twofold. The first was to provide a forum to promote camaraderie among women lawyers. Quote, "We have come here to learn from each other," one woman explained, "to bind ourselves together more closely, and to fully realize that we are gaining numerical strength, and to bid each other Godspeed in our work." The second goal was to address the Queen Isabella Association's exclusion from the fair. The lawyers acknowledged that they had a different agenda from much of the larger women's political network, and they sought to ensure that they would not be excluded from future important events or organizations. Quote, "Women lawyers should have some kind of organization," another woman explained, "so that they could control their representation in the general organizations of women." So for 3 days in August of 1893, 14 of the most prominent women lawyers in the United States spoke on a variety of legal topics to a gathering of 30 women lawyers. The first session focused on the history of women in the legal profession. They wanted to ensure that their fight to break the gender barriers of the bar was recorded and remembered as they continued to fight for future generations. This group included an address by Arabella Mansfield, the first woman admitted to a state bar in the country in Iowa in 1869, as I said. Ada Kepley, the first woman to graduate from a law school in the country in Chicago in 1870. And then Ellen Martin delivered an address discussing Myra Bradwell's case. Bradwell was there, she was still alive, but she was too ill with cancer to deliver her own address. The remainder of the conference was roughly divided into 2 issues. One, the gender prejudices that women faced in the practice of law, and discussions of current laws and procedures. The last act of the law department was to found a National League of Women Lawyers with an aim to provide women a means of helping one another in their legal practice. Now, the second activity that women lawyers organized occurred under the official auspices of the exposition. So the Board of Lady Managers had invited the National Council of Women, the United States branch of the International Council of Women, to hold its annual meeting as part of the exposition, providing that it not promulgate one single cause, suffrage, right? The International Council of Women was the formalization of a movement that had initiated in the early 1880s by women suffragists who sought to join women around the world in a campaign for political equality. So Elizabeth Cady Stanton and Susan B. Anthony had favorably discussed the idea with their suffrage colleagues in Great Britain and France in 1883. It formalized this organization 5 years later at an international women's conference that was held in Washington, D.C. The women at that conference established the International Council of Women and intended it to be a parent organization to national councils that it hoped would be established in all the different individual countries. The members of the International Council of Women were committed to establishing, quote, "one standard of right and wrong for both sexes. The wrongs of women are common to all races and nations," Carrie Chapman Catt surmised. A British attendee described women's situation around the world as unfranchised, unequal before the law, and suffering from innumerable disabilities and injustices. So the consensus of the council was that the best course to alleviate these dangers was for the women themselves to establish laws and oversee their implementation. The ICW, the International Council of Women, made law a central feature of their work. Approximately a dozen of the women who helped found the organization were women lawyers. They met together one evening during the conference in D.C. and formed the Women's International Bar Association as a branch of the International Council of Women. And these Bar Association delegates set forth an agenda with 4 broad goals by the end of the conference. The first 2,
to open law schools to women and to remove all disabilities to admission of women at the bar, and to secure their eligibility to the bench to be judges, were intended to increase women's presence and standing within the legal profession. The second two goals, to disseminate knowledge concerning women's legal status and to secure better legal conditions for women, sought to use the law to advance the social and legal rights of women. Only the United States and Canada had founded national councils in the years immediately following the conference. And in 1889, the U.S. National Council of Women began to plan for a meeting of the International Council to be held at the World's Columbian Exposition in 1893. So when the International Council of Women held their week-long conference entitled the Congress of Representative Women at the Columbian Exposition, the stated objective was to provide a forum where the progress of all women in all lands and in all departments of human progress could be presented. One of its main themes, however, was the need for legal reform at national and local levels to grant women political rights. So the members identified central values and worked to reframe the debates with the hope that their pressure for reform would reflect back on their individual countries. For example, a woman that was a member of the Franchise League of England identified goals that her organization had in common with the other organizations represented. She described the Franchise League's law reform campaigns to secure women's equal treatment and rights in divorce actions, equality in intestate inheritance of property, and the parliamentary vote. This woman, Florence Miller, sought to unite the international audience in support of these campaigns, urging, quote, "Let us take a firm ground on equality and see that the laws between men and women shall be made equal." Miller further emphasized the need for international pressure to change national laws because there was such little support for their campaigns at home. Women lawyers were prominent among the speakers. J. Ellen Foster, a lawyer from Washington, D.C., advocated for equality of rights by focusing on values that men and women shared. Foster minimized the differences between the sexes and instead emphasized the ideals of liberty and a commonality of humanity. Charlotte Holt, a Chicago lawyer, discussed women's work in the professions and described the emerging focus of many women lawyers on securing social justice. Holt focused specifically on the legal profession and discussed how the work of women lawyers often assisted both the women's rights movement by securing legal rights for women and helped individual women secure justice in individual cases. And then the third organized activity that women lawyers engaged in during the 1893 exposition involved a direct intervention with the male bar. As their own conference had illustrated, the issues of advancing women's social and legal position were intricately intertwined with their goal of advancing women's position within the legal profession. Within the women's movement, from the local level to the international, women lawyers continued to lead rights claims campaigns to secure women's full emancipation as they continued to fight to establish themselves as respected members of the bar. Their work to mobilize women's rights activists and to reach and influence the legal and political institutions depended upon their integration into the system. So women lawyers, therefore, demanded that they be included in the exposition's official Congress on Jurisprudence and Law Reform. The women lawyers infiltrated the Law Congress in stages, with critical help of key male supporters, including Myra Bradwell's husband. James Bradwell was one of the 18 men who comprised the auxiliary in charge of determining the composition of this Congress on law reform. So James Bradwell convinced his fellow members of the male auxiliary to let the women lawyers establish a women's committee. Myra Bradwell was chair of the committee. Their daughter, Bessie Bradwell Helmer, who was also a lawyer, served as vice chair, and there were other women lawyers on the committee. Initially, the male Congress offered the women lawyers the opportunity to hold a separate Congress. The Women's Law Committee rejected the idea and demanded that they be included in the official Law Congress. Myra Bradwell explained that though a separate Women's Congress would have allowed them more control of the program, after mature deliberation,
the Women's Committee concluded that the interests of women in the profession of law would be best served by a joint Congress. That's a quote by Bradwell. So after lengthy debate, influenced by James Bradwell, the men conceded. The Joint Committee invited 35 men and 4 women to present papers at a 4-day Congress. The Women's Committee used the Congress to project the voices and concerns of the transnational women's rights networks into this international public arena. They invited Eliza Orme, a lawyer from England, and Cornelia Sorabji, a lawyer from India, and then 2 women lawyers from the United States, Mary Green and Clara Foltz, to present papers at this Law Reform Congress. Each of these women presenters discussed their country's laws and social customs that restricted women's right to work, to control their wages, to participate in governance. Each also advocated for law reforms that would secure women's full emancipation and ensure them equal rights and treatment before the law. The committee and the speakers used this international forum to disseminate information about the injustices in individual countries and the reform efforts to advance women's rights and secure women's equality. So women lawyers' participation in this official Law Reform Congress advanced the growing legitimacy of women lawyers. By 1893, both women lawyers and other women activists were steeped in the notion that they could use law as a tool to fight for political equality, that they had a right to participate within the legal system, resulting in an increased expectation that the legal system would assist them. So the cumulative effect of the Law Reform Congress, the International Council of Women Congress, and the Queen Isabella Law Department Conference inspired women lawyers and activists to unite around the world and to push forward more aggressively in their efforts to secure political equality for women. If I have one more minute? No? Toute petite. Okay. I just want to say, last year in 2013, the women presidents of the Illinois State Bar Association and the Seventh Circuit Bar Association, which is the federal district that includes Illinois in the United States, they were both women presidents of those bar associations, and they jointly held a conference commemorating the 120th anniversary of this woman lawyer's first meeting at the Columbian Exposition, and talked about their experiences of their modern day experiences of sex discrimination in the profession, comparing them to what the women lawyers said at this meeting. Merci beaucoup. Donc, je crois qu'on reviendra dans le débat commun sur toutes ces stratégies. Là aussi, on retrouve bien ces problématiques entre séparation, se faire entendre, se faire reconnaître, la visibilité, les groupes de pression. Donc maintenant, nous allons passer dans le monde du sport ou de l'activité physique avec Anaïs Bohnoun et Grégory Quin, qui vont nous parler de façonner les corps féminins par le mouvement, les congrès internationaux de l'éducation physique 1900-1913. Donc Anaïs Bohnoun est maîtresse de conférences en STAPS à l'Université de Paris-Sud, et elle a écrit un ouvrage qui a été beaucoup commenté et qui était un ouvrage très important dans l'actualité des études de genre sur le test de féminité dans les compétitions sportives, une histoire classée X en 2012. Et puis Grégory Quin est actuellement postdoctorant en histoire du sport à l'université de Leicester, où il travaille à l'écriture de l'histoire de la physiothérapie britannique depuis le milieu du 19e siècle. Et il s'intéresse aussi aux problématiques de genre dans la question sur médecine, sport et genre. Voilà, donc on vous écoute. Alors merci beaucoup pour les présentations. Et pour nous permettre de faire cette présentation aujourd'hui, alors je vais juste par contre commencer avec le plan. Là. Voilà, donc façonner les corps féminins par le mouvement, et plus particulièrement avec un regard sur les congrès internationaux de l'éducation physique qui se sont tenus donc pendant l'exposition universelle en 1900.
et de manière plus autonome en 1913, puisque 1913, c'est pas directement lié à une exposition universelle, mais on va y revenir. Avant d'entrer dans le papier, j'aimerais juste faire une précision, en fait, puisqu'il y a un côté équilibre en fait, dans cette présentation, puisque, juste pour être très basique au départ, l'histoire du sport, on peut dater les activités physiques modernes du début du 19e siècle, en gros. Et donc, ces deux congrès dont on va vous parler aujourd'hui se situent en fait quelque part à un point d'équilibre entre leur création au début du 19e et ce qu'on connaît aujourd'hui. Et comme on l'a dit avec la présentation d'Anaïs, il y a des choses qui se continuent jusqu'à aujourd'hui finalement dans cette histoire. Donc si j'en viens à la présentation, pour vous dire que donc, le 19e siècle est en fait un siècle de l'affirmation des méthodes de gymnastique sur le continent européen. On a des méthodes qui se créent en Suède, une méthode suédoise, une méthode en France, il y a une méthode suisse, une méthode allemande, une méthode anglaise, la méthode anglaise en fait c'est les sports modernes qu'on connaît encore aujourd'hui, le football, le rugby et j'en passe. Et jusqu'aux années que vous avez utilisées pour borner le début de la période de ce congrès, les années 1870, ces méthodes existent de manière autonome, chacune dans leur pays. Et à partir de 1870, elles vont rentrer en contact les unes avec les autres pour avoir des influences l'une sur l'autre, au gré finalement des logiques internationales qu'on a déjà évoquées. Et que moi, tout ce que j'ai entendu jusque-là, ça me parle, puisque à partir de ces années-là, les gens vont rentrer en contact à travers l'Europe de manière plus importante, et il va y avoir des choses qui vont être créées par cela. Alors de fait, ce qu'on appelle la fin de siècle, c'est un temps de profond bouleversement à la fois pour les représentations communes sur le corps en mouvement, mais aussi pour l'appréciation, je dirais, intellectuelle ou scientifique même de ce corps. Et si on se resserre encore, ou si on se concentre sur les années 1890-1914, on peut observer d'une certaine manière une forme d'apogée de cette réflexion médicale et scientifique sur les pratiques d'exercice corporel, et tout particulièrement sur les pratiques féminines. Alors, ces dernières sont encore relativement neuves, mais on les considère, j'allais dire tout de suite, d'emblée, les médecins, en tout cas hommes, les considèrent comme subversives, puisqu'elles seraient vues comme encourageant une libération sans contrôle des corps féminins. Je précise juste que les gymnastiques nationales dont j'ai parlé précédemment, donc, qui datent du début du XIXe siècle, sont évidemment masculines et avaient pour but premier la formation des citoyens soldats à l'époque des guerres napoléoniennes et puis plus tard au gré des conflits sur le continent. Alors, première chose à dire, c'est que les expositions universelles vont être aussi des événements sportifs, puisque l'exposition universelle de 1900 est en fait aussi le théâtre des deuxièmes Jeux olympiques modernes, rénovés par Pierre de Coubertin dans la dernière décennie du XIXe siècle. On retrouve la même chose en 1904 à Saint-Louis, où les Jeux olympiques, troisième du nom, là, sont aussi organisés dans le cadre d'une exposition pas uniquement sportive, et de la même chose plus tard en 1908 à Londres. Donc, dans le cadre de cette exposition universelle internationale de 1900, un premier congrès international de l'éducation physique va réunir de nombreux spécialistes, à la fois de la philosophie, des sciences biologiques et de la pédagogie du mouvement. C'est un congrès qui va donner lieu, en fait, va essayer de faire un bilan en fait, de ce qui se fait à l'époque en termes d'éducation physique. Et il contient, j'allais dire, en lui-même déjà l'idée du congrès suivant dont on va vous parler après, en 1913. Et finalement, notre ambition par cette présentation, c'est d'essayer d'analyser donc les prises de position de ces congrès pour dégager un instantané des transformations alors en cours dans les représentations et dans les recommandations des principaux promoteurs de l'activité physique féminine. Donc on a un corpus qui est d'abord composé des procès-verbaux de ces congrès, qui ont été publiés. Mais on a aussi, alors évidemment dans le cadre des Jeux Olympiques, je suis allé creuser dans les archives aussi du Comité international olympique, qui sont basés à Lausanne. Et on a aussi essayé de travailler un petit peu sur l'iconographie, puisque l'idée en gros, par notre présentation, c'est d'essayer d'exposer comment on passe
tout à gauche pour vous, hein, d'une gymnastique là, suédoise, collective, disons un peu aliénante, parce que faite en groupe sous les ordres d'un professeur ou d'une professeure d'ailleurs. Là, le caractère aliénant n'est pas lié au sexe du professeur, mais on fait ça en groupe de manière répétée. Comment est-ce qu'on passe à finalement une pratique des sports qui, eux, sont vus comme plus ludiques, ou comme une forme de libération du corps. Au milieu, vous avez une représentation de Charlotte Cooper, de mémoire, qui doit être la première femme à remporter, non pas une médaille olympique au plein sens du mot, mais un concours organisé dans le cadre des Jeux Olympiques en 1900, puisque les premières médailles olympiques pour des femmes ne seront attribuées qu'en 1928. Et tout en bas à droite, vous avez une équipe de foot anglaise. Là, on est dans les années 20 déjà, donc on est au-delà, mais finalement, comment est-ce qu'on passe à la fin du 19e à finalement ce sport, disons, dans le cadre d'une pratique séparatiste, au début des années 20, où les femmes font des choses de leur côté, de manière séparée. Alors, comme je l'ai dit, donc les sources sont donc les procès-verbaux des congrès. Et pour simplement avancer, vous dire que l'ordre du jour du congrès de 1900 ne laisse pas clairement de place au débat sur les corps féminins. Et d'ailleurs, les comités d'organisation ne comptent qu'une seule femme en 1900 et 4 en 1913. Les femmes sont donc relativement absentes de l'organisation des congrès. Cependant, en 1900, la section consacrée aux techniques, par des réflexions sur les règles de l'éducation au point de vue de la beauté et sur les moyens, par l'éducation physique, de satisfaire aux exigences esthétiques, annonce des contenus plus spécifiquement orientés vers les problématiques du mouvement des filles, des jeunes filles, voire des femmes. Donc voilà, donc je vais rentrer dans la première partie, donc, qu'on a intitulée 1900, la persistance d'une domination masculine. Et donc pour vous parler un petit peu plus de ces concours olympiques de 1900, puisque la présence d'activités physiques et sportives lors de l'exposition universelle de 1900 se mêle avec l'organisation de cette seconde édition des Jeux olympiques modernes, dont les épreuves sont placées et annoncées dans les programmes de l'exposition. Mais ça témoigne aussi de l'organisation encore émergente de ces compétitions olympiques, puisqu'en fait les compétitions sportives qui sont regroupées dans le programme olympique s'étalent sur plusieurs mois, impliquent une grande majorité d'athlètes français, et certaines de ces compétitions ne sont même qu'exclusivement scolaires, puisque au programme olympique alors on trouve notamment des concours scolaires. Donc, vous voyez, ça n'a à peu près rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui, mais on relève que l'ambition des organisateurs des événements de 1900 est en tout point conforme à la volonté des organisateurs de l'exposition universelle, c'est-à-dire, je cite, de réunir dans une splendide manifestation toutes les branches de l'activité humaine en les plaçant autant que possible sous leur aspect pratique. Ici, évidemment, la pratique même de l'activité rend les choses, on va dire, pratiques. Alors, les concours internationaux stricto sensu sont composés de 10 disciplines qui vont de l'athlétisme à l'aérostation. Il y avait de l'aérostation au programme olympique en 1900. Et les rapports réalisés après l'événement indiquent un nombre total de participants qui dépasserait les 50 000. Bon, encore une fois, 50 000 pourquoi ? Parce que l'épreuve de gymnastique, c'est en fait la fête fédérale de gymnastique française qui rassemble plus de 10 000 personnes, mais qui n'a en fait rien à voir avec le programme olympique. Bref. Toujours est-il, s'il n'y avait aucune sportive engagée dans les épreuves des Jeux de 1896 à Athènes, cette fois-ci, quelques femmes accèdent au concours. En tennis, par exemple, il y a un double mixte qui est organisé, qui permet donc aux femmes de participer aux épreuves. Et, donc, ce qui nous intéresse plus, c'est que quelques semaines après les concours sportifs, mais toujours dans le cadre de l'exposition universelle internationale, a lieu un congrès international de l'éducation physique. Le secrétaire général de cet événement n'est autre que le physiologiste Georges Demény, qui est alors professeur du cours supérieur d'éducation physique de la ville de Paris, cours qu'il a lui-même contribué à fonder quelques mois auparavant. Et son but, c'est de réaliser, je le disais un peu avant, une sorte d'inventaire de l'éducation physique, sous les aspects autant techniques qu'organisationnels, mais aussi philosophiques. Toujours est-il que quand on a creusé dans les rapports et dans les comptes rendus, il se trouve que de mouvement, il n'est pas tellement question, puisque la vraie grande question qui intéresse l'éducation physique féminine, c'est de lutter encore contre le port du corset. Je dis contre le port du corset, excusez-moi. Et je dis encore de manière volontaire, puisque cette question du corset a finalement été un peu le serpent de mer de l'histoire de l'éducation physique féminine au XIXe siècle. Et
les débats tournent principalement autour de la question de faut-il ou non continuer à promouvoir le corset, faut-il s'abstenir de l'utiliser, notamment dans le cadre de la gymnastique, où conviendrait que porter un corset en faisant de la gymnastique, selon le modèle de corset, c'est pas forcément évident, disons, d'envisager. Mais et finalement, il n'est pas vraiment question de mouvement, si ce n'est que de le favoriser par une lutte contre le port du corset. Donc. Et la question, elle va même après au-delà, puisque, comme le rappelle mademoiselle Bignon, l'une des participantes à ce congrès, elle cite l'exemple d'une directrice d'école qui, ayant supprimé le corset dans son établissement scolaire, elle a dû faire face à la révolution des familles. Et donc il semble que l'opinion publique ne soit pas encore réellement préparée à des transformations importantes dans le rapport au mouvement, et par extension dans le rapport au corps. De ce fait, il est urgent d'assurer une éducation physique plus complète qui serait davantage intégrée au cursus scolaire des jeunes filles. En effet, selon une autre participante, je cite, « Le progrès dans la condition de la femme dépend de son savoir pratique, joint à l'éducation physique. » Et donc, au-delà de ça, la question, ça va être de former les mères de famille et des enseignantes. Donc on retombe sur des questions de professionnalisation qui ont été évoquées dans les présentations précédentes. Puisque, selon la déléguée de la solidarité des femmes, les mères de famille doivent être impliquées dans l'effort pour le développement de l'éducation physique de la jeunesse. En effet, il faut que, je cite, « la femme soit initiée à son rôle d'éducatrice et ne considère pas l'enfant comme un jouet, une poupée de chair qui ferait suite à la poupée de porcelaine. Le bonheur ou le chagrin de la mère influe beaucoup sur l'être. Les mariages sont plus légaux que moraux. L'homme est responsable des vices héréditaires qu'il lègue à ses descendants. Il doit se perfectionner en vue de ces derniers. » Alors, l'une des questions récurrentes dans les débats est également celle de la création d'une institution nationale, en France mais aussi à l'étranger, où seraient formées les futures enseignantes, et dont les diplômés seraient ensuite chargés de répandre de bonnes pratiques, de bonnes méthodes à travers le pays. Évidemment, l'exemple suédois est toujours mis en avant, puisque celui-ci existe, ou en tout cas possède une école centrale depuis le début du XIXe siècle. Toutefois, le caractère réduit du pays suédois en fait rend le modèle difficilement transposable encore. De fait, le modèle anglais, lui, semblerait plus pratique, mais il fonctionne sur un modèle entre guillemets plus libéral où plusieurs institutions existent en fait. Et du reste, la question est encore aussi celle de l'obligation de l'éducation physique dans les cursus scolaires, puisque si elle est actée dans les textes, il faut encore en acter, l'effectivité dans les cursus, et notamment par la question de l'évaluation de celle-ci. C'est-à-dire que si on institue, on oblige l'éducation physique, c'est bien, mais si on n'en définit pas l'évaluation, on peut y mettre à peu près tout et n'importe quoi. Voilà. Donc je passe la parole à Anaïs, qui va du coup vous parler de la congrès de 1913. Alors, près de 13 années plus tard, au mois de mars 1913, Paris va accueillir un congrès international d'éducation physique, dont les travaux doivent poursuivre donc ceux que Grégory vient de vous exposer en 1900, et dont l'initiative revient à Philippe Tissier, qui compte parmi les médecins français les plus engagés dans la promotion de l'éducation physique. Fidèle aux travaux de son instigateur, l'ambition de ce congrès de 1913 est de justifier le recours à une méthode suédoise de gymnastique comme la plus propice pour assurer l'éducation physique de la jeunesse. S'il n'est pas organisé dans le cadre d'une exposition universelle, il nous a paru nécessaire de placer nos analyses et discussions du congrès de 1900 en perspective, alors qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, l'éducation physique féminine connaît une véritable accélération de son institutionnalisation. Premier constat, à la différence du congrès de 1900, celui de 1913 réserve une section à un groupe féminin. 3 rapports sont présentés devant le groupe féminin par les docteurs Danjou et Girard-Mangin et par mademoiselle Chavot, présidente de l'association féminine de la Ligue d'éducation physique. Si tous les 3 envisagent de justifier l'adoption de la méthode suédoise pour assurer l'éducation physique féminine, c'est particulièrement le cas chez le docteur Danjou, qui est ouvertement critiqué par Georges Desmeny dans les discussions postérieures à sa présentation. Rappelant incessamment la supériorité de la méthode suédoise, tout particulièrement pour les femmes, les discussions du congrès en 1913 vont également faire référence à des innovations pédagogiques contemporaines, comme la gymnastique rythmique, défendue par Émile Jacques Dalcroze dès les années 1900, qui est, je cite,
Un excellent moyen, joint au solfège et à l'improvisation, d'obtenir le rythme normal recherché. Mais c'est une erreur en éducation physique de débuter par la gymnastique rythmique. La gymnastique rationnelle, donc entendez suédoise, reste le procédé initial et la base de toute éducation physique, comme le solfège précède la composition et l'exécution musicale. Dans son étude sur l'éducation physique dans l'enseignement secondaire, le docteur Girard Mangin indique que, je cite, « La gymnastique rythmique a donné de bons résultats, même chez les malades ». Pourtant, cette gymnastique rythmique ne fait pas non plus l'unanimité, puisque l'inspectrice générale des écoles maternelles de France, Madame Kergomar, se montre très critique à son égard, notamment pour la fatigue nerveuse qu'elle ajouterait à la fatigue intellectuelle des écolières. Suite à une démonstration, celle-ci va déclarer que mon voisin, professeur à la faculté de médecine et non des moindres, traduisit exactement ma pensée en nommant cette soi-disant culture une éducation pré-hystérique. Finalement, ce qui ressort ici, c'est que cette ambivalence, ou plutôt cette contradiction portée par un médecin, renvoie en réalité aux deux conceptions de l'époque qui s'opposent sur la mise en mouvement des corps féminins. Ceux qui partent du corps féminin menacé devant être entretenus et préservés par la pratique physique, et ceux qui partent d'un corps féminin solide à fortifier et préserver et développer par l'exercice physique. Bien évidemment, ces deux pôles ne sont pas exclusifs et d'autres promoteurs de l'exercice physique féminin demeurent partagés et se situent dans leurs recommandations entre préservation et renforcement de ces corps. Cette tension génère de nombreuses injonctions contradictoires. Pour résumer, c'est régénérer la race, soyez en mouvement, mais faites des enfants. Les sujets qui préoccupent particulièrement le corps social à l'époque, comme par exemple le corset, la puberté, la sexualité ou le travail des femmes, on pourra y revenir, se retrouvent en lien avec la pratique physique féminine et va donc engendrer de très fortes ambiguïtés. De fait, ces différentes opinions débouchent en réalité sur une pratique physique et sportive féminine à multiples facettes, visées et rôles. Elle revêt à cette époque des vertus thérapeutiques, prophylactiques, mais également à l'inverse des effets pathogènes. Selon certains, elle fait courir des risques aux femmes. Les médecins sont tiraillés donc entre ces différentes catégorisations du sain et du malsain et envisagent la pratique physique parfois comme un moyen de prévenir, voire même de soigner les maladies, comme par exemple l'hystérie, auxquelles les corps féminins sont tout particulièrement soumis, mais également comme un danger, un moyen de générer des maladies et même les aggraver. D'une certaine manière, un consensus existe cependant sur la nécessité d'apporter précocement un exercice modéré à toutes les jeunes filles, en fait à tous les enfants, par l'intermédiaire de l'éducation physique scolaire. Du reste, parmi les conclusions du docteur d'Anjou en 1913, on retrouve un appel au gouvernement dont les accents rappellent évidemment ceux de 1900 pour qu'il réalise enfin une école normale pour les enseignantes d'éducation physique, dont le modèle pourrait être celle de Philippe Tissier. En effet, si les mères sont garantes de la santé de la nation, il est dit que c'est au foyer et à l'école qu'il importe d'installer solidement l'idée et la pratique du mouvement éducatif. Par lui, on disciplinera le cerveau qui réglementera l'action musculaire. Par lui, on renforcera l'action utile dans le domaine physique, intellectuel, moral et social. La femme apparaît comme seule capable de remplir cet acte de sauvetage nécessaire au progrès de l'humanité civilisée. Nous donnerions sans doute trop d'importance au congrès de 1913 si nous en faisions le point d'inflexion vers une acceptation plus large du mouvement féminin en France. Néanmoins, les débats et discussions qui ont lieu à Paris témoignent d'un renouvellement des manières d'envisager les possibilités offertes aux femmes de prendre et d'accéder à des exercices physiques. En effet, dans ce congrès, il est dit « Si la jeune fille romantique, délicate et languissante a été longtemps à la mode, non seulement chez nous mais dans toute l'Europe, on s'est enfin aperçu que cette pâleur poétique n'est que de l'anémie, qu'elle engendre des neurasthénies, des tuberculoses et que cela est fatal à la race. Saluons donc avec joie la réaction salutaire qui a fait abandonner l'idéal romantique pour revenir à l'idéal grec de saine et vigoureuse beauté. » À la veille de la Première Guerre mondiale, ce discours fait écho à celui des médecins culturistes. Ces médecins cherchent à promouvoir une nouvelle vision de la pratique féminine qui s'illustre par une volonté non plus seulement de soigner ou d'esthétiser, mais aussi de renforcer et de muscler les corps féminins. Ces médecins considèrent le corps féminin pas tant comme un corps valétudinaire, mais comme un corps vigoureux qui, par la culture physique, peut recouvrer toute sa force et sa beauté. Mais par-delà cette ambition génératrice, ce n'est alors plus uniquement la reproduction qui se trouve au cœur des débats, mais aussi, d'une certaine manière, l'autonomie corporelle de la femme qui vient se superposer à une autonomie sociale croissante et que les 4 années de la guerre vont amplifier et favoriser. Pour conclure,
La gymnastique suédoise ou française, la méthode naturelle, qu'on n'a pas vue ici d'ailleurs, les jeux sportifs et non sportifs, la culture physique et même les sports et l'éducation physique, sont des pratiques sociales qui génèrent concurrence et injonctions contradictoires dans la mise en mouvement des corps féminins dans ces années 1900 et 1910. Difficile de trancher et d'arrêter le bon mouvement pour façonner, contrôler et produire au mieux les corps féminins. Les opinions divergent et ce débat de méthode s'inscrit au sein d'une préoccupation croissante de la part des autorités envers la santé et l'hygiène de la population, sous-tendue par de fortes campagnes hygiénistes et la naissance d'un grand nombre d'institutions à visée réformatrice. Les 2 congrès que nous avons cherché à analyser permettent en tout cas de placer un jalon dans les transformations de l'acceptation et de l'institutionnalisation des pratiques d'exercice corporel. Si les débats de 1900 renvoient encore quelque peu à ces questionnements du XIXe siècle, l'association des débats scientifiques avec des temps de pratique ouvre de nouvelles possibilités et de nouvelles directions pour la mise en mouvement des jeunes filles et des femmes. Fortes d'une caution médicale accordée à l'exercice physique avant la guerre, les femmes vont s'organiser pendant cette période. Et on va voir dès 1912, mais vraiment lors de la Première Guerre mondiale, les premières fédérations sportives féminines apparaître dans la foulée. Toutefois, alors même que les médecins ont prôné cette mise en mouvement des corps féminins urgente, cette évolution semble échapper à leur contrôle car au front, ils ne peuvent plus réellement superviser l'accession des femmes aux activités physiques et sportives. Les hommes absents, les femmes travaillent, accèdent un peu plus librement à des pratiques sportives. Évolution qui suit logiquement le discours médical d'avant-guerre, lequel donc exhortait au mouvement, toujours dans un besoin de régénérescence de la race française. Après la Première Guerre mondiale, le vide en homme, créé par la guerre et conjugué à la baisse de la natalité, va générer un retour sur le devant de la scène d'un besoin très puissant de développer les exercices physiques et sportifs féminins, toujours dans ce but ultime de générer une descendance plus saine. Toutefois, face à la progressive institutionnalisation du sport féminin, les médecins ne peuvent plus se montrer totalement proscripteurs. Pour reprendre le contrôle perdu, ils vont insister désormais sur le bien fondé, la nécessité, l'urgence d'une supervision médicale sur les corps féminins en mouvement. Ces corps féminins qui maintenant ne font plus uniquement de la gymnastique, mais qui font du sport, du foot, de l'athlétisme, de manière autonome, on pourra en discuter. Évolution de ce discours médical qui va trouver sa concrétisation institutionnelle dans l'organisation en 1922 du premier congrès médical d'éducation physique, féminine et enfantine. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. C'est aussi une question largement reprise et débattue au sein des congrès féministes de ces époques, sur la gymnastique naturelle. Donc on va reprendre quelques questions pour qui peuvent avoir bien sûr... Oui, je ne sais pas, j'ai vu quelqu'un lever la main ou alors... Oui, peut-être. Je ne sais plus si j'ai bien vu, mais sinon, Myriam, alors j'ai mal vu. Alors. Okay, so I've got a question for Gwen and I've got a question for Grégory and Anaïs. So you very well explain how efficient these women lawyers were to saturate the 1893 fair in Chicago to promote their own agenda and, more generally speaking, women's general agenda. Now, I don't know if you have compared women lawyers with other professional groups, but how far do you think law, as the object of their association, how far do you think law made lawyers especially vocal or determined? So that's my first question. So they were professional women, but they were engaged in law. And are there any sort of examples of other professional groups, either supporting women lawyers or liaising with them, or perhaps they did it after the Congress, after the fair in Chicago? So I don't know. But anyway, other professional women. Pour Anaïs et Grégory, d'abord j'aimerais bien avoir une petite clarification sur la citation, là je crois que c'est la citation de 1900 de Demény,
où on a donc toute la condescendance vis-à-vis des femmes qui vont jouer à la poupée de porcelaine, enfin autant qu'elles puissent manipuler une poupée de porcelaine, et après on leur dit que oui, une poupée de chair c'est pas tout à fait pareil, donc ça, cet aspect-là, et pour l'homme et ses vices héréditaires, je suis absolument curieuse de les connaître, donc quels sont les vices héréditaires qui sont dans l'esprit de cette personne, donc Georges. Pour finir sur cette citation, quelle est sa situation dans le discours habituel? Est-ce que ça fait partie du discours majoritaire de l'époque? Est-ce que ça fait partie d'un discours nouveau? Donc là, selon ce que vous avez dit, je n'ai pas été capable de voir. Et plus pour Anaïs, vous nous avez expliqué le lien entre 1900 et 1913, dans ce que j'ai compris essentiellement par la chronologie qui a son importance. Est-ce qu'il y a d'autres types de liens, puisque finalement il n'y a que 13 ans, si je puis dire, donc on est facilement à l'échelle d'une vie humaine, c'est tout à fait possible. Donc est-ce qu'il y a d'autres liens que la chronologie entre 1900 et 1913, par les personnes, par les organisations, par les prescriptions nationales ou autre chose? Yes, it's really interesting. It's what ties our papers together. The women lawyers, first of all, I do believe that law very much was the driving factor, right? And this was a way that they could justify what they were doing. But the other part was that they associated most closely with women doctors. And women doctors also infiltrated the fair. They actually set up, and it was really interesting with the Red Cross paper, they actually set up a medical tent or medical area where people who were injured at the fair could come and get services, and they staffed it. The women doctors did. And so they worked with the women lawyers in the Queen Isabella Association, but also in ways to infiltrate the fair and be on the fairgrounds working in their profession. But they also had to fight with comments about particularly reproduction. I mean, it was a whole women's education, and the book in 1873 by Dr. Clark. But anyway, where he says, well, if women are educated, then that will affect their uterus because their brains and their uterus are connected, and then they'll all, be sterile and we won't be able to move forward. So they had to overcome those sorts of arguments as well. I thought the education thing was so interesting as they went forward. Merci. Oui. Alors, les vices héréditaires, je commençais par ça, ils sont très nombreux. C'est tous les fléaux sociaux dont les médecins de l'époque, les médecins de l'époque sont très inquiets par rapport à, par exemple, la scoliose, la tuberculose, l'alcoolisme, la sédentarité, l'obésité. Et donc, ils pensent que par la mise en mouvement des corps, on va pouvoir empêcher. Il y a le discours est très lamarckien à l'époque. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que s'ils forgent les corps des femmes et des hommes et que les caractères acquis seront transmis aux générations futures par l'éducation physique. Et pour revenir sur cette citation, elle est complètement en lien et bien dans son époque. J'aurais pu en mettre... j'aurais pu les multiplier à l'infini. Grégory va répondre sur la chronologie entre 1900 et 1913. Il me semble que par rapport à la chronologie, il y a manifestement très peu d'acteurs qui participent aux deux, en fait. Mais dans les deux cas, la question en filigrane est toujours celle de l'acceptation de l'autre avec un grand A, qui est donc la gymnastique suédoise, en fait, qui est dans les traditions nationales la seule qui inclut une dimension pédagogico-féminine, je ne sais pas si je le dis bien comme ça, mais c'est la seule qui d'emblée, en fait, dès 1813, a inclus des chapitres sur la gymnastique féminine, alors qu'à Moros en France, Clias en Suisse, eux formaient des soldats. Puis les femmes étaient, en gros, elles faisaient la même chose, mais moins vite ou moins fort ou moins longtemps. Et du coup, la question est du rapport, en fait, un petit peu à l'autre. Et c'est intéressant de voir comment des personnes qui contribuent à l'introduction de la gymnastique suédoise en d'autres pays viennent à ce congrès, en fait, pour dire, nous, on arrive très bien à le faire, mais Demény, lui, il est
il a créé sa propre méthode, mais qui est influencée par la méthode française, et il cherche à défendre sa méthode face à effectivement une méthode suédoise qui verrait comme menaçante par rapport à son autorité à lui sur cet espace social. Et donc la continuité, à mon avis, elle est là, mais aussi parce que, alors on n'a pas mis le congrès de 22 encore avec, parce qu'il semblait s'éloigner un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a ce triptyque finalement, en fait, 1900, 1913, 1922, où on passe de... j'allais dire qu'en 1900, on a encore des mots qui ressemblent à ceux qu'on pouvait lire à l'époque, au début des années 1880, quand la gymnastique est introduite à l'école, pour les filles et les garçons. Pour les garçons, c'est des exercices militaires. Pour les filles, c'est les travaux d'aiguille dans les programmes. Donc il y a cette différenciation-là. On est encore un petit peu dans la fin de ce moment-là, d'une certaine manière, en 1900. Et ça a été un peu une surprise pour nous de constater qu'on y était encore tellement, pour les gens qui étaient à ce congrès. Et comment on passe à un autre moment, une autre configuration, déjà avant la guerre, en fait, parce qu'Anaïs, elle a bien souligné le fait que la guerre, elle va avoir un effet important, mais finalement, sur la guerre de 14, et on en parle beaucoup ces temps, parfois on a un peu une forme de mythe où il y aura un espèce de changement total, alors qu'en fait, on se rend bien compte que la période 1900-1914 est souvent fondamentale et que, en gros, c'est la pente de la courbe qui change et il n'y a pas un coin majeur dans la courbe, quoi. Donc, voilà. Merci. Oui, Karen Offed. I have two questions, particularly for Greg Jordan. One of the things you said, you're talking about a single standard of behavior for both sexes. Is that what we mean when we talk about the single moral standard, or are you thinking of some different kind of behavior? I think that they were talking about a formal equality. Pardon, excusez-moi. I think they were talking about a formal equality that would be the same for men and women. So they weren't as much about, these particular women weren't as much about a sexual double standard in terms of the way that men were allowed to live their lives and the way that women, in terms of the sexual mores. It was more about, for these women, it was more about women should be able to work in all the professions. They should be able to have full citizenship rights. They should, serve on juries, have guardianship of their children, own their own wages, be able to will their property, control their property. Okay, so you're really talking here about equality before the law. Yes. Okay. That might need to be clarified because this other moral standard issue is also rumbling around at the same time, right, among the same people. Right. The other piece of this, though, was I wasn't clear about your take on the women lawyers vis-a-vis the World Congress of Representative Women. You suggested somehow that they were trying to join the ICW, which would have been impossible since the ICW only took national groups. The women lawyers in the United States were part of the formation. They were leaders, they were founders of the National Council of Women for... I know all that. Okay. So, well... But the point being that the women lawyers could join the NCW as a group, the National Council of Women in the United States. Right, right. Okay, and then but not the ICW. I'm sorry. Which I think is what you said. Thank you. If I misspoke, I apologize. But what they did do then was to create this international bar association that they wanted to have women lawyers from all the different organizations, the national that would form national councils of women, that would be its own entity as a subgroup of the ICW. How many other countries had women lawyers that were actually in practice? In Europe, not so many. In 1893, not so many. I mean, Eliza Orme was practicing law, but she was not what we would call a licensed lawyer. She was not able to join. I'm trying to remember. I've done some of this research, but it wasn't. They weren't able to join the Inns of Court or to be solicitors until 19
13, I'm pretty sure, right around then, in England. But she was able to practice in other ways without having that official title. So they called her a women lawyer. She didn't have the official title either as a solicitor or a barrister, but she was engaging in the practice of law. So not so many. Same thing, Cornelia Sorabji went to the United Kingdom to study law, then went back to India, and again was not initially given the title, but was allowed to engage in the practice of law. Yeah, so we're really talking about the Anglo-American world. And its the U.S. dependencies. was absolutely the first to have women lawyers, but they were they were very internationally aware and worked together with women around the world to try to break those barriers in other countries. Yeah, I think the big difference is between the doctors. The women could sort of separate out and work in women's medicine, where in law that's really not a possibility. So there are different kind of spins on these professions. Absolutely. That are very important for us to all keep in mind, I think. Absolutely. Yeah, thank you. Hi, am I on? Yeah. Hi, Gwen. Thanks so much. I always like to hear you talk about your work. We've been on a lot of panels together. I think there's a question that occurred to me, and I don't think I've asked you this before. If I have, I'm sorry. I've forgotten the answer already. Where's Elizabeth Barrett Browning in all this? Because she's producing she's working on the Woman's Bible. She seems to be, off on, kind of some other tracks. But she's so involved with the law, not that I know she never has the title, but she's like one of these women who is steeped in law, has comments on law, is influential on women lawyers and on the law itself. Where is she at the fair? Do you mean Elizabeth Cady Stanton? Elizabeth Cady Stanton, what did I say? Barrett Oh, my Brown. God. But that's Yeah. all right. Not Elizabeth Barrett Brown, yeah. Yeah. Elizabeth Cady Stanton, that's what I'm talking about. I don't know if she was at the fair. I've never heard. I mean, we know Susan B. Anthony was there. We know she's involved with the Isabellas. Yeah. We know she gets sidelined. But Well, she was. was she there? I don't know. But what I will say is that there's a very complicated relationship between Myra Bradwell and Susan B. Anthony and Elizabeth Cady Stanton, because Myra Bradwell refused to disassociate with Lucy Stone when this is in the United States, when the 15th Amendment was passed that established universal male suffrage regardless of race or previous servitude, it didn't include women. Frederick Douglass said it's the black man's hour, women should support this. Elizabeth Cady Stanton and Susan B. Anthony said, no, we're not going to support the 15th Amendment if it doesn't include women. Lucy Stone said, we'll stand by you, we'll get women's suffrage next. Myra Bradwell was one of the very few people to walk the line and say, I'm going to maintain relationships with both Lucy, with the two separate then suffrage organizations. So they would actually go to national conferences and say, you two should unite. They would make that argument. So Susan B. Anthony had a very... they didn't break the relationship, but they were not friendly. And so that may be why she was sidelined as part of that, and that may be why Elizabeth Cady Stanton doesn't show up in these things. I don't know. Yeah, well, from what I've read, I mean, she was at the fair, and she attracted crowds precisely because she was promoting her agenda of women's suffrage. This is what I read. I mean, I don't want to be quoted personally, but some other scholar, said that she was there and promoting her own agenda. Okay. And drawing crowds, so maybe that's true. Susan B. Anthony that you're thinking of? No. She did draw crowds, but I have never heard that it was doing Well, I have to check my own paper, but this is what I thought. Une question? Oui, j'avais peut-être une remarque par rapport à la gymnastique, disons. C'est juste une idée qui m'est venue en écoutant. C'était est-ce qu'il y a au niveau de la danse, par exemple, je me suis dit, est-ce qu'en regardant l'évolution du corps féminin dans
la gymnastique, c'est-à-dire dans quelque chose qui passe par l'éducation, est-ce qu'il n'y a pas autre chose, une histoire du corps féminin dans la danse qui, à certains moments, entre en rapport par rapport à cette évolution, c'est-à-dire dans tout un tas de sens, c'est-à-dire féminiser la danse ou le corps féminin en mouvement. Et l'autre remarque, ce serait par rapport à ces vices héréditaires. Je pensais peut-être à ça je ne sais pas historiquement, à des maladies sexuellement transmissibles, par exemple. Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier qui était très préoccupant, qui avait à voir avec les corps masculins, féminins et dont la sexualité? Sur la question de la danse, oui, évidemment. On a parlé un peu de la gymnastique rythmique avec Émile Jacques Dalcroze, qui fait pas une gymnastique spécifiquement féminine, mais disons qui promeut ça. Ce qui va se passer en fait dans le processus d'acceptation de la gymnastique suédoise, c'est justement une évolution vers une forme, je sais pas comment dire, d'entrée de la danse dans les pédagogies corporelles. Ça sera vrai pour Irène Popard dans les années 20 et dans les années 30 avec son école qui va en fait finalement former des professeurs d'éducation physique, professeurs d'éducation physique. Et disons, si la question c'est est-ce que la danse contribue à ça, oui, alors totalement, effectivement, il y a aussi des influences plus directement des pays scandinaves. Quelqu'un comme Eli Björksen par exemple qui promeut aussi des formes de danse qui sont reprises, intégrées au programme. Tant en Allemagne qu'en Suisse qu'en France, pour des mouvements spécifiques. Donc oui. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Donc dans les textes, il y a la crainte de la syphilis, et c'est très présent. En ce qui concerne les femmes, j'ai trouvé beaucoup de thèses de médecine qui concernent la bicyclette et la sexualité. Il y a une crainte très forte à l'époque, c'est que si les femmes accèdent à la bicyclette, elles risquent d'avoir des pratiques onanistes et donc de délaisser leur mari. Donc c'est très fort, c'est avec le frottement des pédales, etc. Et il leur conseille donc souvent de faire de la bicyclette en tandem pour soit créer le lien conjugal ou le renforcer. Et donc, ouais, il y a des choses très amusantes à l'époque, au 19e, je me suis amusée là-dessus. Donc, c'est vraiment c'est pas une, il y a une thèse qui s'appelle vraiment bicyclette et organes génitaux, et c'est pas c'est pas une thèse isolée à l'époque, c'est vraiment, il y a même des chapitres entiers. Et sinon, pour conclure, la mise en mouvement des corps féminins, elle passe d'abord par des pratiques aristocrates. C'est le golf, le tennis, et souvent les médecins justifient le fait qu'elles peuvent aller mettre leur corps en mouvement, puisque c'est des pratiques d'entre-soi. Et derrière, il y a l'idée qu'elles vont pouvoir trouver un mari et se mettre en couple et pouvoir du coup régénérer la race. Donc la sexualité peut être très forte de manière concrète, mais aussi derrière, dans les textes, on sent vraiment que si elles vont faire du tennis ou si elles sortent de chez elles, elles vont pouvoir rencontrer un mari, et en plus un bon mari. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors les organisatrices vont peut-être me faire un signe pour si on peut-être s'arrêter, parce qu'après il y a une autre session, donc il y a une pause et